bienvenue sur Marvelous. Là, on ne va plus jamais parler que de Winter Soldier. Voilà, la vidéo est terminée. Estière, merci, au revoir. Bon, non, allez, d'accord. On va faire une petite analyse, mais je vous préviens, ça va être assez simple me concernant. Mais c'est peut-être le monsieur qui est dans la case juste en dessous de moi qui va me dire que je me trompe complètement. Mais salut Merlin. Salut capitaine. Bonsoir à toutes et à toutes. Alors, mon Merlin, et oui, on sait, encore une fois, on va pas revenir dessus, vous voyez cette vidéo, on fait l'analyse après tout le monde, et bah c'est peut-être pas plus mal, parce que comme ça, on aura eu le temps d'y jouer. Je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, vous verrez peut-être aussi, moi, le deck que je vous ai proposé, et sûrement que Merlin, un de ces quatre aussi, vous proposera un deck avec le Winter Soldier. Mais on fait cette analyse, et bah, vieux motard que jamais, comme on dit, ha! Cette bonne vanne de vieux que je vous sors là. Est-ce qu'on va le trouver génial? Est-ce que les autres l'ont trouvé génial? Je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont bien aimé, même si j'entends des bofs et des moerfs de temps à autre. Mais voilà, Merlin, toi tu sais déjà tout à fait ce que j'en pense. Mais on va faire comme d'habitude. Hein, on va analyser les cartes, on va analyser l'identité, etc. Puis on va mettre, comme d'habitude, nos petites notes pour rigoler. Écoute, je commence, mon petit Merlin, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Donc en alter ego, on a le Bucky Barnes qui a 3 de rec, une taille de main de 6, point de vie de 11. Ça vous rappelle peut-être un de ses frères qui lui aussi picousait. Il a le trait Shield et Soldat, et en action, sa seule action d'ailleurs d'alter ego, c'est vous dépensez une ressource de n'importe quel type et vous allez chercher dans votre deck ou dans votre pile de défausse le bras cybernétique et vous le mettez en jeu. Voilà. Bon, est-ce qu'on aime bien un personnage qui a une seule action en alter ego? Pas forcément. Après, le bras est un accessoire indispensable. Ils ont prévu qu'on puisse le perdre. Et je sais pas, moi je l'ai jamais perdu. Donc, on a cette action. Moi je l'ai jamais perdu. Pardon. Je te dis, moi je l'ai jamais perdu mon bras. Ouais, il y a des cartes du set standard qui font des fausses énumérations en début de partie. Si on tombe dessus, Ouais. on peut se retrouver effectivement à le perdre. Milieu de partie, fin de partie, c'est quand même, ça devient extrêmement rare, mais effectivement ça peut arriver en début de partie. Bon, on a la possibilité de le récupérer. Bon, le capitaine, il peut pas récupérer son bouclier une fois qu'il est parti dans la défausse. C'est vrai. Et j'aime bien cette illustration, moi. Elle me fait bien marrer. Je la trouve plutôt sympa. Je te laisse lire la carte du héros. Donc c'est resté le Winter Soldier en français, c'est pas Soldat dit. Oui, non, de toute façon c'est normal, la carte est en anglais, mais oui, non, mais je crois que c'est resté Winter Soldier ou Soldat de l'hiver en fait. Bon, peu importe. On le voit bien armé d'ailleurs avec son fusil et son couteau. Et donc c'est une magnifique réponse. Lorsqu'on a attaqué et vaincu un ennemi, on va retirer 2 menaces d'une manigance, qui peut être donc la principale ou une annexe. Il est shield des soldats, comme en alter ego, et il a 2/2 comme stat. Ce qui est assez fréquent pour les personnages proposés par FFG. Récemment, en plus. Enfin, plus ou moins récemment, mais il est quand même calé sur Captain. C'est les mêmes personnages. Ouais, il y a quand même beaucoup de 2/2, mais effectivement... Oui. Mais en termes de stats, je trouve ça pas déconnant. Moi, dans le lore, hein, tu sais à quel point j'essaye de... Je suis très attaché au lore des personnages. Je trouve qu'il est l'égal du capitaine et donc il le retrouve dans le stat, dans les points de vie, dans la taille de main, sur le fait d'aller chercher une amélioration au départ. Et voilà. Mais cette réponse, moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette réponse, et tu vas me dire ce que tu en penses, c'est surtout que c'est n'importe quelle manigance. C'est pas seulement la manigance principale.
Oui, c'est ça l'intérêt, c'est que c'est pas la même, c'est pas la même. C'est pas une attaque de base, donc ça peut être n'importe quelle attaque. Mm. C'est ça l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'on a une fois de plus, surtout récemment, un personnage qui a besoin de tuer des sbires. Euh, Ça, c'est pour moi le plus gros problème, c'est que si vous jouez en solo, voire en duo, c'est pas très grave. Si vous aimez jouer à 3 ou à 4, vous avez un problème puisque vous allez Mm. très régulièrement avoir des conflits autour de la table et vous ne pourrez pas jouer le personnage que vous avez envie parce que vous aurez une concurrence sur les sbires et que les sbires restent limités en nombre. C'est effectivement quelque chose que je n'avais pas vu, sachant que je suis pas ce joueur-là qui joue à 3 ou à 4. C'est vrai, t'as raison de penser ça. Effectivement. Mais c'est une limitation... Alors après, on va regarder par rapport à son set, etc. Mais je trouve que même dans des situations où il n'y a pas beaucoup de sbires, même quand tu joues en solo, il a quand même, je trouve, des plans B. Et puis, il a quand même ce 2 de contre, de base, qui est quand même sympathiquement payé, parce que c'est quand même une bête, surtout physique, ce garçon, quand on regarde par rapport au BD ou par rapport à... alors il sait s'infiltrer, machin, etc. Donc je peux comprendre peut-être un petit peu le 2. Mais si tu lui avais mis seulement un de contre, j'aurais encore mieux compris, tu vois, sa réponse d'enlever 2 menaces d'une manigance après avoir tué un ennemi de quelque manière que ce soit. Mais la limitation dont tu parles, je trouve qu'elle est un petit peu plus nichée, non, tu trouves pas? C'est une niche de personnes qui vont dire « Oh là là, pas tant ». Pas tant que ça. Enfin, mettons qu'on joue en justice ou en protection. Et qu'à côté, vous avez un joueur agressivité. Un joueur agressivité va avoir envie de mettre un hold héros. Naturellement. Là, non. Vous allez être en conflit. Un joueur agressivité, il est là pour tuer. Donc, si vous jouez avec un joueur agressivité, si c'est pas vous qui êtes en agressivité, ou même si vous êtes tous les deux en agressivité, vous allez être en conflit pour tuer les sbires. Donc, ça veut dire que... Voilà. On va anticiper, mais il est jouable dans d'autres affinités qu'agressivité. Là, vous allez, si vous décidez de pas jouer en agressivité, vous allez limiter les choix de votre partenaire. En solo, il n'y a pas de problème. Faites ce que vous voulez, vous êtes tout seul, il n'y a aucun souci. Déjà, à 2, vous allez gêner le joueur agressivité. Mais après, dans il peut ces toujours cas-là... se rattraper sur le méchant, mais ça dépend de son set. Ouais, bien sûr. C'est pas du tout une limitation que je voyais. Alors peut-être parce que pour le moment, je l'ai joué évidemment sur les 20 parties que j'ai faites, je les ai faites uniquement en solo. Ça serait intéressant de voir. Alors après, quand tu joues à 2, on va pas être 2 en agressivité, tu vois, ça a moins de sens. Oui, mais encore une fois, si le Winter Soldier est en agressivité, ça va limiter le problème. C'est si on veut jouer dans une autre affinité. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, l'autre aurait envie de jouer agressivité. C'est plus compliqué. Mais c'est vrai, pas le fait qu'il y ait beaucoup plus de personnages qui aiment les sbires. Tigra qui arrive bientôt aussi dans ce cas-là. Elle veut même pas qu'on les tue. Donc Tigra et Winter Soldier, ça va être un cauchemar. Ça va pas marcher ne ensemble. Ne les tue pas. Voilà, donc Thor, Thor, si on ne joue pas en agressivité, c'est moins grave. Lui, il veut qu'il y ait des sbires, il s'en fout de les tuer, potentiellement. Surtout s'il joue pas en agressivité. Donc c'est pas forcément gênant, mais pour moi, si voilà, tu veux, on va quand même retrouver Valkyrie, Sbire. Enfin, on en a un paquet de personnages qui bien sûr. Les sbires. Maintenant, on avait fait un sondage d'ailleurs sur le Discord où il y avait bien une dizaine de personnages identifiés qui aiment les sbires. Et ça peut générer des conflits, oui. Mais je trouve que c'est une limitation qui va vraiment concerner les gens qui vont jouer, comme tu dis, à 3 ou à 4. À 2, ça peut se gérer, je comprends. Moi, je connais très peu de personnes qui jouent à 3 ou à 4, j'avoue, sur Marvelous, même. Enfin, on jouait à 3 ou à 4 quand on se retrouvait au Troll Savant, véritablement,
pour faire des parties dantesques avec mon ami Farouk, que je salue ici. Mais voilà, je trouve pas que ça soit non plus sa limitation. Enfin, je vois ce que tu veux dire, hein, mais dans la mécanique, ça reste une mécanique qui est quand même forte. T'es d'accord ou pas? De pouvoir virer deux menaces. Tu tues du mec et tu vires de la menace en même temps, ça fait quand même plaisir. Cette mécanique est forte. Je ne remets pas en cause la puissance de la mécanique. Tu sais, le gars, tu sens que je commence déjà à le défendre. Allez, on enchaîne sur le 7. Et juste cette limitation ouais. sur ce personnage. D'accord. Mais sur d'autres aussi, qui ont le même type. Donc, pour 3, il a sa mitraillette. Il a sa toute petite mitraillette à 3 qui coûte cher, mais qu'on peut faire venir, hein, bien évidemment, avec la manigance annexe rouge pour pas très cher. Donc, elle gagne restreint et en interruption de héros, quand le Winter Soldier fait une attaque basique, vous inclinez cette arme et il gagne 2 d'attaque pour cette attaque. Et cette attaque, elle gagne perçant et à distance. Je l'ai quasiment jamais payé 3, j'ai toujours travaillé avec la manigance annexe de joueur là, rouge, j'ai plus son nom en tête, qui va chercher les pétards et tout ça. Donc bon, je trouve que c'est quand même assez fort, parce que même si tu la payes pour 3 et que tu l'as, ton héros à chaque fois il va attaquer au minimum à 4, sachant qu'il y a tout le deck building derrière. Est-ce que toi tu l'aimes bien cette arme? Alors, encore une fois, en agressivité, on va chercher à booster ses stats, puisqu'on va aller facilement à 5 ou 6 désormais en agressivité, surtout avec les cartes qui vont pas tarder à arriver. Bon, ça veut dire qu'on s'incline pas pour défendre, donc il faut repasser en alter ego ou avoir un défenseur, qu'il faut quand même s'incliner pour attaquer, faire une attaque de base. C'est la limitation, ça. Je trouve que c'est cher en perçant et distance, c'est très bien, c'est cher. En agressivité, oui. Dans les autres affinités, je suis plus partagé sur le fait qu'on va la poser facilement et qu'on va s'incliner pour faire une grosse attaque. Je suis pas sûr qu'on le fasse si naturellement que ça ou en priorité. La carte est bien, hein, mais... Oui, non, bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Une carte à 3, c'est toujours cher. Bien sûr. Et puis le fait que c'est une attaque, il faut qu'il s'incline, comme tu dis. Mais moi, dans mon deck, j'ai un petit peu résolu les choses. En tout cas, ces problèmes-là, tu sais, avec les cartes qui te permettent de regagner des points de vie quand tu tues un ennemi. Je te laisse lire le masque de l'hiver. Oui, donc le masque de l'hiver, le Iki masque qui cache la partie basse de son visage. C'est un objet tech qui donne le trait espion et qui permet, avec une réponse de héros, quand on a vaincu un ennemi, donc je vous rappelle que sur la carte héros, vous allez enlever 2 menaces, bah là vous allez piocher une carte en prime. On est vraiment sur du bonus fort à aller tuer des sbires. Ça renforce sa capacité de héros, donc c'est vraiment juste un complément. Le trait espion en justice présente aussi un intérêt, puisqu'il donne accès à des cartes de contre, y compris en alter ego, puisque il y a avec Gambit. Oui, tout à fait. Donc qu'on peut être amené à jouer. On a également des préparations qui nécessitent d'être espion. Donc on a des combinaisons possibles au niveau du deck build avec ce trait espion, en dehors du bonus, qui fait que c'est une carte pour un qui permettra de piocher si on se démerde bien, je vais pas dire tous les tours, mais facilement 2 tours sur 3. C'est intéressant. Donc elle est très vite remboursée, et puis le trait espion peut ouvrir en plus des combinaisons. Elle est vraiment, vraiment pas chère. Alors, ensuite, on a l'armure de l'hiver pour 2. C'est une autre amélioration, le trait armure. On gagne 3 points de vie, ce qui nous fait monter quand même à 14, ce qui n'est pas dégueulasse. Et on gagne solide. C'est assez amusant
parce que c'est une carte que j'ai souvent laissé passer. Comme tu dis, il y a assez souvent la possibilité quand même d'aller faire un petit peu de rec. Alors, c'est vrai que moi, je suis gros joueur à agressivité, mais dans certains scénarios où je sais que je pouvais être sonné ou facilement désorienté, je mettais cette carte. C'était pas celle que je mettais en priorité. De ton côté? Je trouve que c'est pas mal pour une polaire de donner 3 points de vie solides. Parce que l'illustration n'est pas forcément très flatteuse pour une armure. Non, c'est sûr. Pour une polaire. Ça coûte 2. Un solide plus 3 points de vie, c'est un coup classique puisque ça remplace 2 cartes. Le Uncheckable et puis l'Endurance qui coûtent chacune 1 et 1. Donc voilà. Le coup est classique. Moi, j'aime bien avoir des points de vie. J'ai pas forcément envie de passer en alter ego avec le soldat de l'hiver, donc ça permet de résister. Et puis un solide quand on a un méchant qui sonne ou désoriente. Oui, c'est ça. Ça peut être pratique. Ouais, c'est clair. Je te laisse lire cette autre amélioration. Comme je l'aime. Une infiltration silencieuse. Je sais plus comment elle a été traduite, mais c'est une préparation. Donc important, les préparations, puisque le cycle Shield a quand même rajouté une belle carte basique qui permet de reprendre en main des préparations. Donc ça peut être intéressant de l'avoir pour rejouer des préparations. Il y a des préparations espions, comme je l'ai dit aussi, donc on peut avoir un deck orienté Shield et espion avec ces préparations. Et donc c'est une réponse de héros après avoir attaqué et vaincu un ennemi, donc toujours le même kicker que pour ces actions de héros et pour le masque. On va défausser cette carte et on pourra se redresser, désorienter l'ennemi. Donc ça permet un redressement gratuit pratique. Faut quand même avoir attaqué d'abord. Donc c'est là que le fusil, mais on va pas se redresser pour utiliser le fusil, il va falloir faire un événement pour. C'est la limitation que je vois aussi avec le fusil. Et par contre, un désorienté pratique, ça fait un petit tour en alter ego tranquille pour soi ou pour son pote quand on est en multi. Toujours pratique. Moi, j'aime beaucoup cette carte, surtout avec on verra peut-être, on va regarder rapidement aussi les cartes avec lesquelles il est arrivé, mais avec avec le team-up de Black Widow, tu la mets gratos en jeu. Et c'est vrai que tu gagnes quand même un bon petit tour qui peut valoir le coup, parce que l'air de rien, en tout cas moi, encore une fois, je parle que de mon expérience et des parties que j'ai faites avec. Effectivement, il va prendre des coups, il va pas vouloir s'incliner. Les moments où j'en ai pris plein la gueule, c'est que quand t'as incliné votre identité, je faisais ça, mais t'as ce qu'il faut après dans ton deck building pour essayer de d'étape. Mais moi, je trouve que c'est effectivement une très bonne préparation. On en a 2 exemplaires. Voilà. La Safe House. Pour 1, c'est un soutien. C'est une action d'alter ego. Voilà. Et vous l'inclinez. Vous allez chercher dans le deck de rencontre un sbire et vous le mettez en jeu. Engagé avec vous. Puis, vous piochez une carte. Alors, faites pas comme moi au début, qui commençait à jouer avec Winter Soldier, qui retourne en alter ego, qui s'incline pour se faire un petit trek et machin, et puis qui incline ça, et puis qui fait je vais piocher une carte, mais je me suis foutu un sbire contre moi. Bon, bref, c'est au moment, c'est plutôt au tour d'après que vous allez jouer ça pour vous faire une grosse main à 7. Qu'est-ce que tu penses de ce soutien? En solo, pourquoi pas, lorsqu'on est à court de sbires. En multi, ouais. Bof. On manque moins de sbires. Plus on est nombreux, moins on manque de sbires. Donc elle est de moins en moins intéressante. Et puis, en pratique, quand on va jouer le Winter Soldier, on va prendre un scénario ou un modulaire avec pas mal de sbires. Et donc, voilà, en solo peut-être, ouais. en multi, non. Et ouais. Et puis surtout que, comme je dis, tu vas la jouer en début de ton tour quand t'es en alter ego. Donc elle est. Après, le seul truc que je trouve intéressant, c'est que tu vas chercher. Tu défausses pas les cartes du deck
Donc tu peux cibler, si tu sais quel genre de set il y a ou quel sbire il y a, tu peux aller chercher vraiment un sbire un peu particulier, par exemple. Mais là, je pense que c'est, encore une fois, c'est très situationnel. Et c'est uniquement le deck rencontre, tu vas même pas dans la défausse. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, on va rentrer dans les événements, et voilà, c'est là. La charge électrique, je te laisse, la décharge électrique, je te laisse la dire. Donc c'est un événement d'attaque qui coûte 2, qui va infliger 4 dégâts à un ennemi et qui a un kicker si on a payé avec une ressource énergie. On va pouvoir sonner l'ennemi. Sachant qu'on n'a pas vu le bras. C'est bien ça, c'est parce que regarde même, parce que je suis en train de, j'ai fait mon truc en fait un petit peu à l'envers. Raconte-nous le bras aussi, parce que je sais pas pourquoi je l'ai zappé dès le départ. C'est ce que vous allez chercher au début. On va aller, on va aller le jouer pour une ressource, on va aller le jouer dans le deck des fosses. Voilà. C'est un objet tech et on peut l'incliner pour générer une ressource libre pour un événement d'attaque. Et on a un petit bonus d'un dégât sur cet événement d'attaque. Donc comme c'est une ressource libre, ça va s'appliquer à la ressource, à la décharge électrique, je crois. J'ai bien oublié. Voilà, décharge électrique. Ouais. Et donc du coup on va passer à 5 puisque si on utilise le bras et on aura forcément payé avec une ressource énergie puisque la libre sera convertie en énergie, donc on va avoir un sonnet. Tout à l'heure on avait un désorienté, donc on a un sonnet. Les cartes d'état, hormis les méchants robustes, même sur les solides c'est moins fort, mais c'est encore très bien, c'est quand même des choses très fortes. Tellement fortes donc ils ont inventé qu'ils ont mis des robustes pour essayer d'empêcher ça. C'est pas la bonne solution. Solide, c'était un bon compromis entre force et résistance. Mais sinon, sonner, c'est très bien. Dans un méchant basique, vous le sonnez, vous le désorientez, vous avez un tour gratuit. C'est le bonheur. 2-5, 2 pour 5 dans ce cas-là, c'est quand même pas mal. Plus le sonner, c'est quand même costaud, quoi. Oui. Après 2 pour 4, vous payez avec une ressource classique sans le bras, avec un sonnet, c'est bien aussi. Hein. Et alors ce bras, outre l'illustration que moi j'aime plutôt beaucoup, même si elle est un peu terne, qu'est-ce que tu en penses quand même de ce bras? C'est intéressant d'avoir son propre générateur de ressources sans se mettre un point de dégâts comme, comment s'appelle-t-il déjà, Flash Thompson, Venom. Qu'est-ce que tu en penses de cette... c'est une carte essentielle, oui, évidemment. On peut aller la chercher. Et puis, une ressource pour un événement d'attaque, ça va encourager à jouer des événements d'attaque. Vous en avez en agressivité, vous en avez dans son set, vous en avez en protection, un petit peu moins en justice, mais vous en avez. Donc on va effectivement s'orienter vers de l'attaque. Puisque ça ne fonctionne que sur l'attaque. Et moi, j'ai trouvé ce qui était vraiment bien, et une des choses qui me plaît, bien évidemment, encore une fois, dans ce personnage, c'est que ce bras, d'un coup, tu mets un dommage additionnel, ce qui fait que même des petites cartes à 1, tu sais, celle qui pique, là, qui met 2 points de dégâts, si tu tues un ennemi, tu mets 2 autres points de dégâts, d'un coup, ça devient 3-3, et elle te coûte 0 avec le bras en l'inclinant. Donc je trouve que d'un coup, des petites cartes qui coûtent pas cher et qui font des petits dégâts, finalement, elles font des gros dégâts. Pour 0, tu mets 3 plus 3, donc sur 2 adversaires différents, bien sûr. Mais je trouve ça quand même vraiment très sympa. Perso, je trouve ça vraiment très sympa. C'est pas grave, on a fait les trucs dans le désordre. La Black Widow, donc pour 3, elle est en 2-2 pour 3. C'est les stats que j'ai toujours pensé parfaites. Donc elle est espionne et shield. Et après que Black Widow, une fois que vous avez joué Black Widow de votre main, vous allez vous retourner un événement attaque de votre pile de défausse dans votre main. Et personnellement, je sais quel événement attaque je remets tout de suite dans ma main. Efficace, moi je trouve. Est-ce que ça mériterait d'être une sidekick, d'essayer de la garder sur le plateau? Je sais pas, mais en tout cas efficace en pouvant aller chercher des cartes clés d'attaque. Qu'en penses-tu? Elle a des bonnes stats, donc on peut se poser la question du sidekick. Après, son effet est un effet d'entrée en jeu.
Mais on l'a évoqué, il y a une carte en équipe qui est intéressante aussi d'avoir dans le deck et peut être intéressant de la garder en jeu pour cette raison-là. Donc oui, si vous jouez en bleu, vous risquez d'avoir un soldat de l'hiver qui sera un Captain America avec Black Widow qui sera son acolyte. Ça paraît une possibilité en termes de construction de deck, oui. Ce qui aurait dû être le cas à la fin de Endgame, bordel de merde. C'était lui qui devait reprendre le bouclier. T'imagines, on aurait eu Bucky avec le bouclier, plus son bras, plutôt que cette merde de faucon là. C'est quoi ces conneries? Putain, tu me fais rêver avec ça. Bon, je te laisse la lire, mais moi je le dis, ce que je pense de cette carte après. Vas-y, je te laisse la lire. Ouais, donc le bloc, son bloc avec le bras, le arm block, je sais plus comment il est traduit non plus. L'événement qui coûte 1, qui a caractéristique d'être à la fois attaque et défense. C'est important. Quand un ennemi attaque, on va lui faire 3 dégâts. Et si on a incliné le bras, on ne prend aucun dégât. Donc le bras permet de la jouer gratuitement puisque le bras va générer une ressource. Ça permettra de faire 4 dégâts et d'annuler tous les dégâts subis. C'est une attaque, donc ça permet d'utiliser le bras. Et c'est une défense. Donc ça veut dire que si vous jouez en protection, vous allez pouvoir déclencher votre imperturbable et piocher une carte. Vous allez pouvoir déclencher vos difficiles à ignorer et enlever de la menace. Vous aurez éventuellement, si c'est face à un sbire, le revers de fortune pour repiocher 2 cartes. Donc vous avez une combinaison très forte en vert autour de cette carte qui effectivement est très forte. On est en deux exemplaires. En proposant cette annulation de dégâts. Elle est dingue. Donc, enfin, moi, c'est une carte qui m'a fait gagner vraiment des parties. Où j'ai même réussi, enfin je sais plus à quel moment, mais la première fois que j'ai réussi à le faire, c'était contre Ultron, qui m'attaque à la fin, qui prend les 4 dégâts, et c'était les 4 points de vie qui lui restaient, et c'était pépitas. Moi je la trouve ultra puissante cette carte. Donc les 4 dégâts plus le fait, t'en as rien à branler de ce que l'autre va t'envoyer comme missile nucléaire en face. Mais quel bonheur! Et ça, c'est évidemment, selon le moment de la partie où j'en suis, et selon le méchant, bien sûr, quand j'arrive à avoir la Black Widow, c'est plutôt ça que je vais aller chercher. Voilà, c'est une carte qui reste intéressante à garder en main là, en fin de tour, hein, pour le tour du méchant. Ouais. Classiquement, des fois sur sa main, on la consomme. Là, faut sincèrement se poser la question parce que ça fait un tour tranquille. Ouais. Hormis la carte rencontre, mais au moins on sait qu'on annulera l'attaque, qu'on fera des dégâts et qu'on annulera l'attaque juste en inclinant le bras. Et puis, donc elle est en 2 exemplaires et la dernière carte voilà, du set, cet événement en 3 exemplaires. Et là c'est pareil, c'est quand même costaud qu'ils lui mettent 3 exemplaires là-dessus. Le Metal Punch pour 3, c'est une attaque, c'est sa grosse attaque en action de héros. Vous mettez 7 dommages à un ennemi et si vous avez payé avec le bras aussi cybernétique, c'est 3 de coups, cette attaque gagne overkill. Donc vous allez chercher les petits sbires. J'allais dire comme tu l'as dit, mais parce qu'on a enregistré la vidéo avec Thor juste tout à l'heure avec le Mjolnir et qui gagne des ferlements. Mais là, effectivement, vous allez chercher le sbire, poum, vous lui envoyez ça dans la tête, ça va taper dans la tête du méchant derrière. Je trouve ça toujours hyper intéressant, cette espèce de déferlement. Là, ça marche vraiment très bien avec ce perso. Et vous allez retirer 2 menaces au passage. Et vous allez retirer aussi, merci. 2 menaces au passage. Voir piocher une carte si voilà, vous allez incliner avec le masque et tout ça. Donc parfois il y a des petites mécaniques selon le deck que vous faites qui vont se déclencher derrière, qui sont parfaites. T'as le hall des héros, tu rajoutes machin, puis tu te fais une main à 300. Voilà, tu fais une main de 40. Non, je trouve ça très fort. 3 pour 8 en déferlement, c'est bien. Oui. C'est plutôt une bonne carte, ouais, je peux le dire. C'est plutôt, en principe, tu mets des gros coups de tatane. Et surtout, elle est en 3 exemplaires. Donc, fondamentalement, c'est pas très grave si tu peux en laisser passer une en début de jeu, si t'as ton mulligan
qui agit contre toi. Allez, on va essayer d'aller nous faire nos petites notes. On n'aura peut-être pas les mêmes. Moi, je dis... Alors, c'est hyper intéressant ce que tu nous as raconté sur cette limitation. Pour le joueur que je suis, je trouve l'alter ego, évidemment, avec une seule action qui pour moi fait baisser la note de cette carte identité, mais je le trouve après en tant que héros tellement puissant. Il a des stats costauds, et en solo, bah en fait moi j'avais peur qu'on puisse pas jouer en solo, mais rien que le 2 de compte ça aide, et puis bah le fait que dès que tu butes un ennemi, de pouvoir virer 2 menaces d'une manigance, c'est bien. Et malgré tout, on a pu le voir aussi dans son set, et on peut aussi en reparler, le fait que le bras te permette de mettre un dégât additionnel. Et ensuite, tu nous parleras bien évidemment des différentes affinités, parce que pour le coup, moi j'ai été vraiment une espèce de fou furieux juste en agressivité. Je trouve qu'il s'est adapté, moi dans toutes les parties que j'ai pu faire, il s'est adapté aussi à des héros, à des méchants qui avaient fondamentalement peu de sbires. Alors, je sens que l'efficacité est moindre, mais je me suis pas fait casser la gueule non plus, puisqu'il peut quand même mettre des grosses patates dans la tête. Pour moi, si je lui mets, enfin c'est pas si, moi je lui mets une note de 4 sur 5 sur son identité. Et de ton côté, je vais prendre des notes, ça se trouve on n'a pas les mêmes notes. Hein. Ouais, je suis un peu plus bas, moi je serais à 3,5. Ça va. Voilà, l'alter ego, bof. Ouais. Le héros, bien, mais voilà, 3,5. Ok. Et en ce qui concerne cette... Alors, ça fait partie du set, hein, bien évidemment, l'arme cybernétique. Le bras cybernétique. Qu'est-ce que tu penses de ce set de ces cartes signatures? Est-ce qu'il y a vraiment une carte, peut-être celle-ci, qui te semble être la moins intéressante? Parce que pour tout le reste... Il y a effectivement 2 cartes entre la maison, le repère, le safe house, et plutôt le refuge, et le fusil, qui m'ont pas convaincu. D'accord. Il n'y a pas de contre natif, donc si vous n'avez pas de sbire, vous avez que votre contre de base. Ce qui fait qu'il y a 2 limitations, tout le reste est très fort. Donc moi je suis sur un 4 pour le 7, malgré les limitations que j'ai indiquées. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Les limitations que j'ai indiquées, je ne monte pas au-delà. Oui. Je mets aussi un 4, parce que sur le côté... Alors, évidemment, s'il n'y a pas de sbire... mais il y a toujours un petit peu de sbire. Mais c'est vrai que comme tu dis, comme il n'y a pas de carte pour enlever de contre directement, il y a peut-être des moments où on va chier et il va falloir aller chercher dans la construction de set des choses pour pallier à ça. Voilà. Moi, c'est vraiment que la safe house que je trouve un peu moins bien. Et oui, quelque part, tu as raison sur le fusil. Quand tu t'inclines, bon bah tu peux pas l'aider, et c'est pareil, c'est de la construction à côté qui va sûrement t'aider à remonter un petit peu plus, à essayer de détaper ton personnage. Et en ce qui concerne le deck building, alors évidemment le deck building, moi je vais être un petit peu hors jeu sur cette note, je vais essayer de me caler à la tienne. La seule chose que je peux dire, c'est qu'effectivement, alors je crois qu'il arrive en agressivité aussi, hein, si je dis pas de bêtises. Le deck que moi je me suis fait, voilà, que j'aurais présenté en vidéo, je le trouve canon en agressivité. Il y a des possibilités de taper à 8 quand tu rajoutes le Bambino. On va peut-être à la fin de la vidéo remontrer aussi 2-3 cartes qui sont arrivées avec ce deck-ci, avec le Winter Soldier. Il y a l'homme contre le mur, l'homme face au mur, Man on the Wall, qui permet de réduire aussi de 1
les cartes que tu vas jouer au nombre de sbires que tu as en face de toi. Si tu as 4 sbires, eh ben, tu peux jouer un Captain America pour 0. Donc, l'agressivité, pour moi, je le trouve nativement hyper heureux là-dedans, et on met des coups, tu peux mettre effectivement des tours de coups à 8 avec un entraînement spécialisé, etc. Et puis il y a des possibilités de le détaper, et je trouve qu'il va taper vraiment, pour moi perso, vraiment très 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 fort, et c'est un énorme plaisir, en tout cas en agressivité. Je n'ai pas essayé les autres affinités, donc je ne peux pas dire, auquel cas je te laisse la main là-dessus. Côté affinité, commandement et clairement, même si on a envie de tenter le soldat d'hiver Captain America, c'est une combinaison qui, je trouve, tourne moins bien en bleu, tourne très bien en jaune et en vert. Également. Avec le trait espion, tu penses? Ouais, c'est ça, ouais. Là, il y a le trait espion, il y a la combinaison, l'infiltration maintenant en jaune qui va pouvoir faire venir du sbire. On l'a en vert avec un Viens par là mon pote. On l'a bien évidemment en rouge, chercher les ennuis. Donc on a ces possibilités dans les cartes affinités de faire venir des sbires dans les 3. Qui fait que donc on a la possibilité de faire venir des sbires. Quand on le joue en justice, il compte plutôt très fort entre les cartes de son set d'attaque et les cartes de contre. En protection, c'est très sympa de tuer les sbires pendant le tour du méchant. On va vite piocher, on va vite contrer à 5 et piocher 3 cartes. Et piocher 3 cartes en face de méchant, en vert. Donc autant dire que c'est quand même en vert, c'est pas mal, alors. Ouais, bien sûr. Oui, ça tourne bien, mais en jaune, il y a de quoi s'amuser aussi. On va potentiellement d'ailleurs mettre du raft pour s'assurer de récupérer des sbires, puisqu'on a envie d'avoir des sbires. Donc on a cette combinaison autour du raft et de l'infiltration. Donc on a vraiment des choses à faire sympas dans différentes affinités, et pour le coup, c'est vraiment un héros qui se prête bien à ces variantes, plus que d'autres qu'on a vu récemment, je trouve. Alors ta note sera la mienne. Donc moi je vais être sur un 4 en capacité de deck building pour le soldat d'hiver. Ce qui est quand même, c'est une très bonne note, hein, un 4, hein, pour. Ouais. Ça veut dire qu'il est assez versatile. Quoi. Bah ouais, après il manque un peu de bleu, mais on peut s'amuser. C'est moins fort, mais on peut s'amuser un petit peu en bleu, mais c'est sans doute moins fort. Et enfin, la dernière note, hein, vous la connaissez, c'est la note qui met en place, enfin c'est la plus subjective, bien sûr, celle qui raconte la prise en main. Est-ce que ce personnage s'adresse à tout le monde? Est-ce qu'il est difficile à jouer? Et est-ce qu'il y a une grande rejouabilité? En ce qui me concerne, c'est la note la plus subjective, donc je ne vais pas me priver. Alors, d'abord, objectivement, est-ce que je pense que c'est un personnage qui est dur à prendre en main? J'ai pas trop l'impression qu'il soit difficile à prendre en main. Alors généralement, j'arrive à faire jouer des personnages à mes copains comme ça pour voir comment ils le vivent. Là, j'ai pas pu le faire, donc j'ai pas de rapport, comment dirais-je, direct, en tout cas de retour d'expérience, c'est ce que je voulais dire. J'ai pas l'impression que, enfin en tout cas, bon, je suis un joueur intermédiaire, moi, hein, donc je l'ai pris en main assez rapidement, et bon bah voilà, pour moi ça m'a paru assez fluide. Tu suivais les trucs, j'ai pas senti des tricks un peu à la Domino, à la Magic, etc., où tout d'un coup bon, t'es obligé de build quand même des trucs assez costauds. Alors parfois il faut build de temps à autre ton tour, mais je trouve pas qu'il y ait des trucs fous. La rejouabilité, déjà j'ai un plaisir de jouer avec ce personnage qui est pas Magneto, c'est-à-dire je le trouve pas trop fort, ce qui fait que j'avais l'impression, c'était ça mon problème avec Magneto, c'est que résultat je l'ai pu rejouer, j'avais l'impression que le perso jouait tout seul,
et que c'était lui qui était fort, c'est pas moi. C'était ça qui me faisait chier. Donc, je trouve qu'il y a j'ai un vrai plaisir à jouer à ce personnage, un vrai plaisir, vous l'aurez compris, à rejouer, puisque je suis vraiment monomaniaque dessus. Je le trouve pas vraiment difficile à prendre en main si vous êtes un joueur qui avait déjà un certain nombre de parties. Je sais pas si vous avez une 50aine de parties, parce que vous êtes lancé dans la collection. Winter Soldier va pas vous faire du mal. Et en plus, ce perso est badass. Le perso des comics est badass, le perso du MCU, il est badass. Moi, je me suis mis à fond dedans. Donc, ça fait très longtemps qu'il est rentré vraiment dans mon top 5 des personnages que je joue le plus souvent et les personnages que j'aime. Et c'est le seul homme, si j'avais envie de genrer en tout cas, le seul homme dans mon top 5 de personnages préférés de Marvel Champion. Forcément, si c'est des personnages préférés, moi, dans ma subjectivité, je lui donne un 5 sur 5 dans cette prise en main, rejouabilité et plaisir de jeu. Voilà. Donc c'est à toi, Merlin. Ouais, je vais être moins dithyrambique. Bien sûr. C'est pas désagréable. Je joue volontiers. Je le rejouerai. Je le joue volontiers à l'occasion, mais sans plus. Donc moi, je suis plutôt sur un 3,5. Il se prend assez bien en main. On peut faire des choses avec. Et en même temps, je trouve ça assez vite répétitif. On fait venir un sbire, on tue un sbire, on fait venir un sbire. J'aime bien les persos qui auront signe de la versatilité. Faut reconnaître que j'ai pas creusé des builds. Paraît pas naturel ou intuitif d'aller faire des builds sans sbire. Donc on va toujours chercher à faire des builds où on fait venir des sbires. Finalement, quelle que soit la couleur. Alors, encore une fois, peut-être moins en commandement, mais j'ai moins testé en commandement, mais sur les autres, on a quand même envie de faire ça, et bah ouais, c'est pas mal, et il y en a qui aiment bien effectivement se spécialiser ou faire souvent la même chose, donc qui vont sûrement mettre une meilleure note que moi. Maintenant, bon, au final, si je prends tes notes, t'es à 15, je suis à 17. Hein. Donc, tu vois, t'es dans le bien. Donc, ma note est plutôt bonne. Ta note est plutôt bien, tu vois. On va dire que t'es quand même dans le très bien, et moi je suis dans le dithyramb, enfin je suis juste au niveau supérieur. Donc on est quand même d'accord sur un ensemble de choses. C'est vrai que si t'as ce que t'as précisé au départ sur le côté bah voilà, il y a beaucoup trop de persos qui vont demander d'avoir des sbires. Le côté un peu monomaniaque d'aller chercher du sbire. Mais même moi, je dis, dans les parties que j'ai faites où il n'y avait pas énormément de sbires, je me suis pas senti totalement limité. Je trouve en tout cas le personnage suffisamment puissant pour pouvoir faire face à un certain nombre de situations. Je laisse Proust dans les commentaires rager en disant ouais, va jouer contre Thunderbolt et Magog. Bon, comme j'ai dit dans ma vidéo, Magog, j'ai peut-être eu du bol, mais je l'ai ruiné. Donc voilà. Mais bon, écoute, de toute façon, je suis déjà content que tu l'apprécies aussi. J'aurais été très malheureux que tu lui réserves le même sort qu'au Faucon. Ça m'aurait fait mal, mais c'est hyper intéressant ce que tu as dit, parce que pour le coup, c'est peut-être mon côté trop monomaniaque là, d'agressivité, mais je vais peut-être creuser sur ce que tu parles, sur ce que tu dis à propos de la protection et voire de la justice. Est-ce que ce serait possible de faire un deck de préparation avec lui en jaune? Ça pourrait être peut-être intéressant à voir. Peut-être que ça lui donnerait ce davantage de profondeur dont tu parles. En tout cas, ça change effectivement un petit peu le gameplay, et ça tourne bien, donc on peut effectivement changer d'affinité, que ça soit en solo ou en multi. Et ben voilà. Ça le fait. En tout cas, on a rattrapé les héros qui sont sortis, donc je me suis chargé du Faucon, on s'est chargé ensemble du Winter Soldier. Va falloir qu'on parle aussi du scénario de Loki et de l'Enchantress. Oui, Loki et l'Enchantress. Va falloir qu'on en parle tout bientôt. Et
quand est-ce que sort déjà la prochaine boîte, là, la Civil War? Mi-octobre, a priori, la date semble se confirmer en France comme aux US. Bon. Et donc le vendredi de la semaine de mi-octobre. Pour ceux qui attendent le PVP avec impatience. Moi, mais ça va pas se passer comme ça, je pense. Bon, dites-nous en commentaire. Allez, on fait le petit jeu, vous mettez 10 commentaires. Et si vous voyez qu'il n'y en a que 8, vous en rajoutez un, vous demandez à un pote d'en mettre un 10e. En fait, ça continue de nous aider. C'est des petits jeux comme ça, à 10 commentaires, peut-être qu'on augmentera, etc. Vous n'oubliez pas de nous mettre le petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas déjà abonné au Troll Savant, eh ben, abonnez-vous. Vous voyez, même quand on n'a pas de temps, on trouve du temps pour vous faire des vidéos. Moi, ça me fait ma 3e vidéo en une journée. Donc voilà, dites-nous aussi ce que vous pensez de ce Winter Soldier. Si vous aimez ce petit jeu de mettre des notes, allez-y, prenez 5 minutes pour mettre des notes en dessous. Voilà, on tire notre chapeau à tous nos amis, on parle à Toshiki, on parle de XB, on parle de Transscience, au lutin, on fait des petits big up comme ça, des petits shout-out à tout le monde. Merci encore une fois de nous suivre, même si cette analyse arrive très tard. On essaiera d'être un tout petit peu plus à l'heure sur le reste, Merlin. T'es OK avec moi? Oui, on va essayer. C'est bien dit. On va essayer si le boulot nous laisse le temps. Et puis, on essaiera aussi de relancer un peu la machine sur les lives. Il n'y en a pas eu là depuis la rentrée. Mais vous inquiétez pas, dès qu'on a un tout petit peu de temps, on est avec vous, on pense avec vous, on est encore avec vous pour toute cette saison. Même s'il y aura un tout petit peu moins de vidéos, mais ça donnera encore un petit peu plus de valeur à la rareté. Merci mon Merlin. Merci à toi et merci à tout le monde pour votre attention sur cette petite analyse de notre ami Bucky. Et d'autant que j'avais oublié, j'ai mon sous-boc Captain America, donc je les mets l'un à côté de l'autre. Donc voilà, de toute façon il y avait même le Captain ici, donc faut que je tourne mon pouce de ce sens-là pour que ça soit logique. C'est très bizarre. Voilà, allez, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, ciao Marvelous.